13 membres présumés du groupe État islamique ont été tués en Somalie. C'était au cours d'une frappe menée par le commandement américain pour l'Afrique. Réforme constitutionnelle au Togo, l'opposition condamne l'adoption de l'immunité à vie pour les anciens chefs d'État. Puis élection municipale du 26 mai en Espagne, Manuel Valls, candidat à Barcelone, a débuté sa campagne. Voilà, c'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a annoncé avoir tué 13 membres présumés du groupe État islamique en Somalie. C'était au cours d'une frappe aérienne menée ce mercredi dans le nord du pays. Reportage. Le commandement américain pour l'Afrique a mené une frappe aérienne ciblant un camp de l'État islamique dans les Mongolies en Somalie. Le bilan de la frappe fait état de 13 membres présumés du groupe État islamique tués. Mi-avril, les États-Unis avaient déjà annoncé avoir tué le commandant adjoint du groupe État islamique en Somalie, un groupe très modeste par rapport aux Chebab affiliés à Al-Qaïda. Il faut dire que les Chebab constituent de très loin le principal groupe islamiste radical sur le territoire somalien. Ils ont proclamé leur allégeance à Al-Qaïda, organisation à laquelle ils ont été officiellement intégrés en 2012. Mais un petit nombre d'entre eux, estimé à environ 200, a ensuite fait défection au profit de l'EI. Ces derniers sont basés dans la région semi-autonome du Puntland et leur leader est Abdul Qadir Moumen, placé en août 2016 sur la liste des terroristes internationaux par le département d'État américain. Le groupe a déjà été la cible de frappes aériennes, notamment fin 2017, lancées par les États-Unis. Fin 2018, le commandement américain évaluait le nombre de combattants de l'EI en Somalie à entre 115 et 250, contre 3000 et 7000 pour les Chebab. Au Togo, les députés ont voté ce mercredi pour une révision constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. La réforme permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter au prochain scrutin en 2020 et 2025 et octroie une immunité à vie aux anciens chefs de l'État. Un changement constitutionnel que condamne fermement l'opposition togolaise. Pendant 18 mois, les Togolais ont réclamé à travers des manifestations parfois violentes des réformes politiques. Ce mercredi, les députés, après une longue plénière jusqu'à dans la nuit, ont voté une révision constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. La législature passe de 5 à 6 ans, renouvelable 2 fois. Un député togolais pourra donc passer 18 ans dans l'hémicycle. Coordonnatrice de la coalition de l'opposition, Brigitte Adjamagbo Johnson s'est dite choquée par cette réforme. Malgré ça, nous constatons que le régime se permet aujourd'hui de faire des réformes sans le verrou que les Togolais souhaitent et qu'il se donne même la possibilité de revenir sur le minimum qu'il a fait mettre dans les textes. Alors, vous voulez que ces réformes-là soulèvent quel enthousiasme? C'est au cours d'un vote à bulletin secret que la réforme a été approuvé par les 90 députés présents sur 91, dont les 2 tiers appartiennent au parti au pouvoir, la principale coalition de l'opposition ayant boycotté les législatives de décembre. Le gouvernement togolais a également annoncé la tenue d'élections des conseillers municipaux le 30 juin prochain, une première depuis plus de 30 ans, le dernier scrutin local au Togo remontant à 1987. Au total, 1527 conseillers municipaux seront élus. Les mairies togolaises sont actuellement dirigées par des présidents de délégations spéciales nommés par le président de la République. La victoire du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 aux élections législatives a été confirmée ce vendredi en Afrique du Sud, mais avec un score en nette baisse qui va compliquer les promesses de réforme du président Cyril Ramaphosa. Les détails.
Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC, le parti au pouvoir, recueille 57,2% des suffrages dans plus de 3/4, soit 76% des bureaux de vote déjà comptabilisés. Il recule ainsi de 5 points sur son score des précédentes élections depuis 2014. Si ce résultat se confirme, il constituerait la plus mauvaise performance du parti de feu Nelson Mandela à des législatives. Mais l'ANC devrait toutefois conserver la majorité absolue des 400 sièges de l'Assemblée nationale et Cyril Ramaphosa, déjà président en exercice, sera confirmé dans son fauteuil de chef de l'État. Les dirigeants du parti se sont jusque-là gardés de commenter ces résultats ou de crier victoire. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, devait se rendre ce vendredi matin au Centre national de comptage de la Commission électorale à Pretoria. Et parallèlement, on assiste à une légère progression des deux principaux partis d'opposition, l'Alliance démocratique de Moussi Maïman et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, qui eux récupèrent les votes des déçus de l'ANC, des plus pauvres et des jeunes. L'annonce des résultats définitifs pourrait prendre plus de temps que prévu, car plusieurs petits partis dénoncent des irrégularités. Selon eux, l'encre indélébile appliquée sur le pouce des électeurs pour indiquer qu'ils ont voté s'enlève facilement. Et on apprenait que 19 personnes avaient été arrêtées dans le KwaZulu-Natal, la province de l'ex-président Jacob Zuma, après avoir voté 2 fois. Jeudi soir, la commission électorale a annoncé qu'elle allait effectuer un audit pour savoir s'il s'agit de cas isolés ou s'il pourrait y avoir d'autres cas de fraude. Les résultats définitifs pourraient donc ne pas être annoncés avant la fin de la semaine prochaine. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a réclamé 68 millions d'euros de dédommagement à la Cour pénale internationale. La demande a été plaidée ce jeudi lors d'une audience devant la CPI. Acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison, Jean-Pierre Bemba accuse aujourd'hui la Cour pénale internationale d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts. En effet, suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais qui a été accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis en Centrafrique en 2002 et 2003, réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison, se disant victime d'une erreur judiciaire. Ce que conteste le procureur de la Cour pénale internationale. Mais à cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Son avocat, Peter Hens, accuse la Cour de négligence. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour pénale internationale, dont les ordonnances de saisie n'ont pas toujours été levées. Mais sur ce point, la Cour et les États qui ont procédé aux saisies se renvoient la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage. La réponse des juges est donc attendue dans les prochaines semaines. Au Nigeria, un panel de 5 juges a commencé par entendre la contestation judiciaire de la victoire du président Muhammadu Buhari à la dernière élection présidentielle, une contestation lancée par les partis de l'opposition. À l'ouverture des audiences, Zainab Adambo, la présidente de la Cour d'appel du Nigeria, a tenu à rassurer les Nigérians de ce que la Cour d'appel travaillera assidûment conformément à la Constitution. Alors que nous sommes réunis dans cette honorable salle d'audience aujourd'hui, je tiens à profiter de l'occasion pour rassurer les Nigérians et les amis du Nigeria que la Cour d'appel travaillera assidûment conformément à la Constitution, à la loi et aux meilleures pratiques internationales. Nous avons donc besoin de la coopération maximale de toutes les parties prenantes, en particulier du barreau. Nous nous attendons à ce que la procédure se déroule avec bienséance, avec un sens aigu de responsabilité, du dévouement et du patriotisme dans notre quête d'une décision concernant tous les documents qui nous sont présentés. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe a vendu des biens aux enchères, et ce pour éponger des dettes. Des véhicules et du matériel agricole appartenant à l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe
vont être vendus aux enchères samedi pour éponger la dette d'une de ces fermes réclamée par un créancier. C'est ce qui ressort d'une annonce publiée ce jeudi dans la presse locale. Parmi les biens figurent notamment 4 gros pick-up, une berline de marque Mercedes, des moissonneuses-batteuses, 10 tracteurs et un bulldozer. La laiterie Gushungo appartient à l'ancien président. Il possède aussi plusieurs domaines agricoles en violation de la loi qui interdit à tout ressortissant zimbabwéen de posséder plus d'une ferme. Selon un responsable de Gushungo cité par un journal local, la laiterie opère à 58% de sa capacité en raison de la crise économique et financière qui frappe le Zimbabwe. Le 21 novembre 2017, Robert Mugabe, dont la figure de héros de la guerre d'indépendance, intouchable, reste très prenante, mettait fin, sous la pression de l'armée et de la rue, à 29 ans de pouvoir. Il continue de bénéficier d'une très généreuse retraite dans sa villa de Harare. La campagne électorale des municipales a officiellement commencé ce vendredi en Espagne où l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, à la traîne dans les sondages, est en course à Barcelone. Les élections, rappelons-le, sont prévues pour le 26 mai prochain. Selon un sondage publié ce jeudi par l'Institut gouvernemental, Manuel Valls arriverait en 4e position avec près de 12% des voix. L'ancien Premier ministre français socialiste est candidat à la mairie de Barcelone. Sa candidature est soutenue par le parti de centre-droit Ciudadanos. Lors de son meeting, il a évoqué les motifs l'ayant poussé à déposer sa candidature pour les municipales en Espagne. Et j'avais envie de changer de vie, d'horizon, de revenir dans ma ville de naissance, d'ouvrir d'autres challenges. Je sais qu'ici, ce qui joue n'est pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'avenir de Barcelone. Si Barcelone tombe dans les mains des populistes de la mer sortante et du séparatisme, de l'indépendantisme catalan, c'est très dangereux pour Barcelone, mais c'est très dangereux aussi pour l'Espagne et pour l'Europe. Donc c'est un formidable challenge. Moi, je suis heureux à titre personnel. Bon, moi, je veux gagner d'abord, quand même. Mais bien sûr, je prendrai le mandat que les Barcelonais me donneront et j'exercerai mes responsabilités. C'est ça, la démocratie. Vous savez, moi, mon expérience ne me donne pas des droits, me donne que des obligations. Il faut prendre les choses modestement. Moi, j'ai refait une campagne de terrain, comme je faisais à Évry. Et je sais que c'est aussi une manière de gagner le cœur des Barcelonais. Et c'est ça qui va surprendre. Manuel Valls, qui a été Premier ministre socialiste en France de 2014 à 2016, a quitté en 2017 le Parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron. Dans cette élection, il est notamment opposé à la maire sortante de gauche radicale, Ada Colau, et au candidat indépendantiste Ernest Maragall du Parti gauche républicain de Catalogne. Les Espagnols, qui ont déjà voté le 28 avril dans les législatives remportées par le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez, votent aussi le 26 mai pour des élections européennes et régionales. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.